Transformer sa collection de cartes Pokémon en un véritable business, c'est un rêve qui en fait fantasmer plus d'un. Mais bon, entre l'excitation de la passion et la dure réalité du marché, c'est quoi le vrai chemin? Allez, on va décortiquer ça. Tout part souvent de cette question. Une simple phrase, mais qui est tellement puissante. Elle résonne chez tous les collectionneurs et d'un coup, elle fait germer cette idée un peu folle. Et si on pouvait vivre de sa passion? Mais voilà, il faut vite redescendre sur Terre. Parce que derrière l'enthousiasme, il y a un marché avec ses propres règles, ses pièges et une concurrence, mais une concurrence féroce. L'idée de l'argent facile, soyons clairs, c'est un mythe. Bon, entrons dans le vif du sujet. Avant même de penser à vendre quoi que ce soit, la première étape, et c'est la plus importante, c'est de devenir un véritable expert. Et attention, la liste de ce qu'il faut savoir est longue. Il ne s'agit pas juste d'aimer les cartes. Non. Il faut vraiment comprendre la différence entre une holo et une full art, sentir les tendances du marché et surtout être capable de repérer une fausse carte à des kilomètres. Clairement, ce n'est pas un milieu pour les amateurs. Prenons un exemple que tout le monde connaît, le Dracofeu du set de base. Si ce nom n'évoque rien, ou si l'importance de la gradation par des sociétés comme PSA qui certifient l'état d'une carte vous échappe, alors il y a du boulot. C'est un peu comme vouloir ouvrir une cave à vin sans faire la différence entre un Bordeaux et un Bourgogne. L'expertise, c'est la base de tout. C'est ça qui crée la confiance. Ok, disons que l'expertise est acquise. Mais c'est là qu'un autre combat commence, celui du labyrinthe administratif et juridique. Et c'est souvent là que la plupart des vendeurs en herbe se prennent les pieds dans le tapis. La toute première décision stratégique, c'est le choix du statut juridique. C'est ce choix qui va définir comment on est imposé, quelles sont les responsabilités et tout le potentiel de développement de l'activité. C'est fondamental. Alors le statut d'auto-entrepreneur ou micro-entreprise, c'est souvent le premier choix. Logique, c'est super simple à créer. Mais attention, son plus grand avantage cache aussi son plus grand piège. Et voilà, on y est, le piège. En micro-entreprise, les impôts et les cotisations sociales ne sont pas calculés sur la marge, c'est-à-dire ce qu'on gagne vraiment. Non, ils sont calculés sur la totalité de l'argent qu'on encaisse. Et ça, c'est le détail financier qui peut complètement tuer la rentabilité d'un débutant. Pour que ce soit bien clair, imaginons qu'on vende un display à 200 €, qu'on a acheté 150 €. Le bénéfice brut, c'est 50 €, d'accord? Sauf qu'avec des charges sociales d'environ 12,3%, l'impôt est calculé sur les 200 €. Ça fait 24,60 € à payer. La marge réelle s'effondre littéralement et on n'a même pas encore compté les frais de port ou d'emballage. C'est énorme. Et comme si ça ne suffisait pas, même avec une structure légale parfaite, il reste ce que beaucoup décrivent comme le plus grand défi de tous, trouver des produits à vendre. En fait, le marché est complètement saturé. Le distributeur officiel, Asmodée, est quasiment impossible à atteindre pour quelqu'un qui se lance en ligne. Et même pour les boutiques qui ont pignon sur rue, la demande est tellement folle que les allocations sont minuscules. Il n'est pas rare de recevoir beaucoup moins que ce qu'on a commandé, voire rien du tout. Et ça, ce n'est pas de la théorie, c'est la réalité frustrante pour énormément de monde. Un vendeur raconte, après avoir commandé 500 produits, un mois plus tard, la réponse tombe, aucune allocation. 0. C'est le quotidien pour beaucoup de petites structures. Ok, le tableau est un peu noir, je sais bien. Alors face à tout ça, comment on avance? Eh bien le chemin le plus logique, c'est de commencer petit, de tâter le terrain et de construire sa réputation étape par étape. La progression est assez naturelle en fait. D'abord on commence là où les clients sont déjà pour apprendre les bases de la vente. Ensuite on se fait la main sur toute la logistique. Puis petit à petit on construit son propre espace pour enfin maîtriser complètement son image de marque et ses marges. Du coup, il faut vraiment voir la création de sa propre boutique comme un investissement. Un bon site qui peut coûter entre 800 et 1500 €, ça apporte une crédibilité et une indépendance qui sont juste essentielles pour se démarquer et fidéliser ses propres clients. Bon, on arrive au bout. La grande question, c'est au final, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand un hobby qu'on adore devient une affaire de chiffres, de marge et de concurrence? Et c'est là qu'est tout le conflit. Le rêve de mélanger travail et passion se cogne à une réalité où on finit par ne voir que des chiffres. Et le plus grand risque, c'est de tuer cette petite flamme qui animait la collection au tout début. Et c'est ça la force motrice. C'est ce rêve d'allier le travail et la passion qui pousse tant de collectionneurs à se lancer dans l'aventure malgré tous les obstacles. Mais juste après, il y a la voie de l'expérience, l'avertissement, le risque de finir par ne voir que des chiffres, des plus-values, et d'oublier complètement ce qui nous faisait vibrer dans cette passion au départ. Au final, la question reste entière. Est-ce que ça vaut le coup transformer son hobby en business? Est-ce que c'est le rêve qui devient réalité? Ou est-ce que c'est le meilleur moyen de tuer sa passion? La réponse, elle dépend de chacun, de ses objectifs et de sa capacité à jongler entre ces deux mondes. C'est une réflexion indispensable avant de faire le grand saut.